Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Rabbin dans la Cité. Pour cette nouvelle édition, nous allons nous intéresser à une question qui va concerner beaucoup de parents, qui concerne beaucoup de parents et aussi d'enfants qui vont passer le bac cette année avec succès, Bezrat Hashem, on leur souhaite. L'intérêt d'envoyer son enfant, ou pour un enfant d'aller à la yeshiva, pour les garçons, ou en séminaire pour les filles. Beaucoup de parents et aussi beaucoup d'enfants sont aujourd'hui ouverts à cette année de césure après le bac. On ne sait pas toujours quelle orientation on va prendre pour la suite de sa vie. Et du coup, l'option de la yeshiva pour les garçons, ou du séminaire encore une fois pour les filles, peut être vraiment intéressante. Malgré cet engouement assez nouveau, assez récent, il y a beaucoup de familles encore qui sont réticentes, se disant finalement, est-ce que mon enfant après va pas vouloir rester, faire beaucoup de yeshiva, ainsi de suite. Alors comment rassurer les parents, comment leur dire que cette année va être bénéfique pour leurs enfants. Pour parler de ce sujet qui va encore une fois intéresser beaucoup de nos auditeurs, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rav Daniel Semama, éducateur et enseignant de Gemara auprès de Balei Teshuva depuis une petite trentaine d'années et intervenant régulier sur Torah Box. Vous avez l'occasion de le suivre pour l'étude des Mishnayot et aussi pour des questions-réponses, surtout ayant trait à des sujets de Teshuva. Et notre intervenant, notre pilier de l'émission, Rav Israël Meir Kremissi, Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir à Montréal au Canada, intervenant connu également de Torah Box sur différentes thématiques et aussi thérapeute de la ligne d'écoute Torah Box. Alors on va tout de suite rentrer dans le sujet avec vous, Rav Semama, pour d'abord essayer de définir, pour les parents qui ne connaîtraient pas ce concept, ou même les jeunes hommes et jeunes filles qui nous regardent, qu'est-ce que c'est aller à la yeshiva, aller en séminaire? De quoi on parle? Bon, écoutez, je vais parler de à la yeshiva, après on essaiera de parler au séminaire. La yeshiva, elle a, on va dire, 2 buts, voire 3. Le premier but, évidemment, c'est, comme son nom l'indique, yeshiva, s'asseoir pour étudier, pour connaître la Torah. La Torah est très vaste. Dans nos sages, on voit dans Pirkei Avot qu'on devrait commencer le Chumash à l'âge de 5 ans. Pendant 5 ans, on apprendra tout le Chumash. À 10 ans, on apprendra le Mishnah pendant encore 5 ans. Tous les 6 chapitres de Mishnah, qui est une encyclopédie. Après, de nouveau, étudier la Gemara. Enfin bref. Or, je veux même dire, on en reviendra sans doute dessus, c'est qu'une année d'Yeshiva, c'est une petite expérience de qu'est-ce que c'est que l'Imoud de Torah, qu'est-ce que c'est que nos racines. Alors, c'est vrai que ceux qui ont été dans les écoles juives, ils ont une petite expérience, mais ce n'est rien à voir avec l'expérience du Yeshiva où on va faire ça du matin jusqu'au soir, on va apprendre beaucoup plus le Chumash, mais effectivement, on ne pourra pas rattraper tout ce manque qui est de notre Torah orale et Torah Shebirtav, mais malgré tout avoir en tout cas un aperçu, un goût, ce qui est très important, ça fait goûter à l'étude de la Gemara et goûter à l'étude de la Mishnah. Maintenant, il y a le deuxième but de la Yeshiva, c'est apprendre qu'est-ce que c'est qu'être un juif. Parce que quand on est dans une école, et là vous me parlez de gens qui ont fait le bac, la plupart des familles, elles-mêmes, n'ont pas été formées. Donc ça fait que leur judaïsme qui est à la maison, il est faible. On ne se rend pas tout à fait compte. Et on l'a vu, nous, quand des élèves sont venus, qui pouvaient nous raconter que chez eux, par exemple, on faisait le Birkat Hamazon que le Shabbat. C'était leur façon de vivre leur judaïsme, etc. Et beaucoup de détails, ou bien le matin, quand ils n'avaient pas l'école, ils mettaient juste cette filine, Krat Shema, et c'est tout, c'était fini. Alors dans les Yeshiva, on va leur apprendre qu'est-ce que c'est que les mitzvot, comment vivre, c'est quoi la tefila. On va leur donner une importance et on va leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'être un juif. Et à ce niveau-là, et c'est ça très important, c'est le Ikar, c'est que, on va leur faire apprendre le goût du limoud. On espère qu'après, ils vont le garder, même s'ils vont continuer à faire des études, ils reviendront au Beit Midrash pour continuer à pratiquer, à étudier cette Torah, et aussi apprendre, et là, on essaye entre 1 an, 2 ans de coupure, de leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un vrai juif. Et là, à ce niveau-là, dans les séminaires, je ne suis pas moi-même formateur dans les séminaires, mais je suppose que dans cette Nekuda-là chez les filles, aussi, c'est leur former qu'est-ce que c'est qu'une juive, qu'est-ce que c'est qu'une Bat Israël.
Parce que ça, elles ne connaissent pas. La plupart des familles n'ont pas les kélim, les possibilités de pouvoir former comme il faut à qu'est-ce que c'est qu'un Ben Israël, qu'est-ce que c'est qu'un Bet Israël. Je vais donner un exemple juste pour comprendre qu'en fait la yeshiva, elle est là que s'il y a qu'il vient combler ce qui manque à la maison. C'est que il y a aujourd'hui un Gadolador qui est chez Al Esrim, qui s'appelle Rav Gershon Edelstein, qui avait son frère Yaakov Edelstein, qui est aussi un Gadolador, et qui, là, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, n'étaient pas dans une yeshiva. Ils ont vécu chez leurs parents, ils étudiaient avec leur père. Et ça n'empêche qu'ils sont devenus des Gdolé Israël. Pourquoi? Parce que le père lui-même était un Gadol, la maman était en pleine de Torah et Verat Shamaim, et ils ont baigné dans cette ambiance. Alors effectivement, ils ne pouvaient pas être dans une yeshiva parce qu'ils étaient en Russie, là-bas, il y avait de possibilités, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même, ils avaient toute la base de Yiddishkeit et de Limoud qui les a formés. Ce n'est sans doute pas le cas de la plupart des gens, ou même les parents eux-mêmes, ils auraient même eu besoin eux-mêmes, les parents, d'aller dans une yeshiva et les mamans dans une séminaire. Alors, si eux-mêmes, ils n'ont pas eu cette possibilité, ils doivent donner la possibilité à leurs enfants de pouvoir le faire au moins 1 an, voire 2 ans, pour pouvoir s'enrichir de notre patrimoine juif et de savoir qu'est-ce que c'est d'être un juif, mais pour l'avenir. Voilà. Rav Kremissi, est-ce que vous souhaitez apporter votre éclairage sur cette question? Tout d'abord, j'aimerais retomber sur 2 choses. Vous avez dit que c'est un mouvement nouveau. Je pense que la yeshiva n'est pas un mouvement nouveau. La première yeshiva a été créée par Shem Ve'ever en l'an 1000, au 2e millénaire. Donc déjà, après que Noach est sorti de la Teva, la première chose qu'on a créée dans le monde, c'est la yeshiva. Je parlais surtout de l'année de césure après le bac. Yaakov Avinu a réussi brillamment son baccalauréat scientifique, mais... Exactement. Aller après le bac, on pourrait dire que c'est l'œuvre du Rav Chaim Chaikin à Aix-les-Bains qui a innové d'aller dans une yeshiva à faire du chol. Ça veut dire qu'on sait que malgré qu'il y avait beaucoup de rabbanim qui étaient contre faire le bac à l'époque, entre autres le Rav de Brisk, et un jour le Rav de Brisk a demandé de rencontrer le Rav Chaikin. Et le Rav Chaikin avait beaucoup d'appréhension de rencontrer le Grise, qu'on appelle le Rav de Brisk. Et il a dû l'appeler à plusieurs reprises. Et le Rav Chaikin est arrivé le voir en Suisse. Et là, le Rav Chaikin, le Rav de Brisk, lui a dit « Je sais que tu as d'appréhension de me rencontrer à cause que tu as une école où on fait du bac et tu sais à combien je suis contre les études profanes. Mais sache que toi, avec ton école, ta yeshiva, tu vas sauver la France. » Ça veut dire que le Rav Chaikin avait compris que pour attirer les enfants dans un système de Torah, pour leur éduquer des valeurs de vie, on devait d'abord passer par un système scolaire, comme on connaît aujourd'hui en France, avec moitié d'études religieuses, une partie d'études profanes, pour pouvoir faire un bac, mais par la suite se consacrer 1 an de Kulo Kodesh. Rav Chaikin disait toujours, une personne qui ne donne pas sa vie à 1 an de Kulo Kodesh, il ne sera jamais un Bachur Yeshiva. Et là, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un Bachur Yeshiva. Le Kodesh, juste pour nos auditeurs, pardonnez-moi, excusez-moi, Rav Kremissi, pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, Kulo Kodesh, uniquement des études saintes, entre guillemets. Donc pas d'études profanes du tout pendant 1 an. Vraiment une isolation avec les études saintes. Et le Rav Samama a dit qu'on a vu le Rav Edelstein sortir de chez ses parents. Le Khatam Sofer dit dans les Teshuvot que même si un père a une yeshiva, il est nécessaire à un enfant de partir de la maison de son papa et d'aller fréquenter une yeshiva autre que son papa. Je veux dire par là que tout d'abord, il y a la nécessité à un enfant de se retrouver personnellement. Personnellement, j'ai une yeshiva, j'ai des enfants qui ne sont pas dans ma yeshiva. Et je vais vous dire que j'ai des enfants de garçons qui viennent de familles religieuses où le papa est Shomer Shabbat, le papa a étudié pendant des années. Mais qu'est-ce qu'on apprend à la yeshiva? Tout celui qui a des enfants, il sait qu'il y a énormément de sujets qu'il ne va jamais aborder avec ses enfants. Les enfants ont une certaine timidité avec leurs parents, ont une certaine réserve de parler de certaines de leurs difficultés avec leurs parents. Quand est-ce qu'un papa s'est assis avec son fils pour lui expliquer les difficultés de la vie, le monde extérieur, les Yetzirah qui arrivent, comment affronter la vie de tous les jours? Laissez-moi vous raconter juste une seule histoire pour que vous compreniez d'une jeune fille que j'ai connue personnellement qui vient de parents religieux,
père et maman, le père se couvre la tête, la maman se couvre la tête. Elle n'a pas fait de séminaire. Elle est allée directement à l'université et après un mois, elle a arrêté l'université et a décidé d'aller dans un séminaire. Et là, son père m'a demandé de lui parler, mais pourquoi elle voulait arrêter le séminaire? Alors, je l'ai rencontrée et je lui ai dit, mademoiselle, quelles sont vos intentions? Pourquoi avez-vous décidé d'aller dans un séminaire après que vous aviez même commencé votre session à l'université? Et là, elle m'a raconté une histoire. J'arrive le premier jour à l'université. Et là, bien sûr, je suis un peu perdu d'une école juive dans une université avec des milliers d'élèves et je suis en train de chercher ma salle de classe, la E54.94, comme vous savez, un peu perdue, 10 000 élèves, elle est complètement abasourdie, elle arrive en retard. Elle arrive en retard en salle de classe, il y a 300 élèves à l'intérieur et là, le professeur lui dit, vous êtes en retard, mademoiselle, prenez une chaise, asseyez-vous. Elle se retourne, il n'y a pas de chaise, elle ne sait pas quoi faire, elle est figée debout. Et là, le professeur dit, mais mademoiselle, je vous ai demandé de vous asseoir. Et là, elle lui dit, mais je n'ai pas de place. Alors, le professeur, gentiment, lui dit, est-ce que nous aurons un vaillant garçon qui va se lever et qui va lui donner sa place? Et là, un jeune garçon se lève et veut lui donner sa place. Tous les garçons de la classe commencent à siffler, commencent à lui faire les yeux doux. Et là, la fille explose en pleurs, rouge de honte. Et là, le garçon la prend dans les bras et veut la consoler. Et là, elle me dit qu'il faut d'arabe, en une seconde, 12 ans d'école juive, protégée de garçons, protégée de contact garçons et filles physiques, en espace de 3 secondes, toute mon éducation s'est complètement éteinte et a été démolie. Je n'avais plus de choix véritable que d'arrêter mes études, d'aller me renforcer dans un séminaire pour pouvoir affronter cette vie. Ça veut dire qu'on demande à nos enfants d'aller à l'université, de devenir aussi grand que le Chazonish ou Rav Ovadia Yosef, mais aussi de fréquenter des gens qui vont être totalement à l'inverse de tout ce qu'on voudrait de nos enfants. La drogue, les filles, les contacts, et j'en passe énormément de choses qui vont se passer. De où nos enfants vont-ils prendre cette force inhumaine de pouvoir véritablement affronter ces difficultés? Ça veut dire les difficultés du monde qui sont normales. Que pour un garçon, prendre une fille dans les bras qui pleure, c'est quelque chose qui est totalement anodin, mais pour une fille religieuse, c'est quelque chose qui est terrible parce qu'elle vient de casser une barrière qu'elle s'était mise pendant 12 ans. La yeshiva va parler à nos enfants. Les séminaires vont parler à nos filles de sujets que même les parents les plus religieux ont une certaine gêne de pouvoir leur parler. Les enfants vont devenir des adultes. On passe du statut enfant sous ses parents, avec la maman qui lave le linge, le papa qui donne l'argent. L'enfant doit apprendre à gérer sa propre vie. Quand il va dans une yeshiva, il va devoir faire son lit. Il va devoir apprendre les responsabilités. Il va devoir être de lui-même, prendre une maturité où il va devoir réfléchir. Quel est le véritable but dans ma vie? Est-ce que je fais ça parce que mon père me demande? Est-ce que je fais Y parce que ma mère me le demande? Ou j'ai une véritable volonté? Quelles sont mes trunot à nefesh? Quelles sont les forces que Akadosh Baruch Hu m'a données et où vont être véritablement mes difficultés? Combien d'élèves à la yeshiva passent 1, 2, 3, des fois 6 mois à la yeshiva sans même vous poser une véritable question? Et après 6 mois, il s'ouvre à vous, il dit qu'il faut d'arabe. J'ai telle difficulté avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec mes sœurs. J'ai tel yetzerara. Est-ce que c'est normal? Comment le gérer? Croyez-vous véritablement que ces enfants vont s'ouvrir à leurs parents? Comment voulez-vous préparer des adultes, hommes ou femmes, affronter des difficultés qui sont insurmontables si ça n'est pas à travers un isolement de Torah ou d'Irat Shamayim, des rabbanim compétents qui vont leur parler de sujets de vie véritables où on va leur donner ces outils pour qu'un jour, ils vont être capables d'affronter la vie véritable tout en étant gardant un véritable juif. Comment un homme va-t-il avoir le réflexe de refuser de ne pas rentrer au travail le Shabbat quand on va lui proposer un salaire mirobolant? Ce n'est pas qu'il a été préparé à la yeshiva en lui expliquant l'importance du Shabbat. Comment un homme va arriver à ne pas serrer la main d'une femme qui va être devant lui ou de l'embrasser? Ce n'est pas qu'il a été formé à la yeshiva. Et pareil pour une demoiselle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le monde où on est, la yeshiva n'est pas une option. La yeshiva devient une obligation, je dirais même, à tous les parents qui voudraient que leurs enfants sont des bons juifs,
qui sont Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer Taharat HaMishpacha, affronter la vie de tous les jours, ils sont obligés d'envoyer leurs enfants dans une institution où on va leur parler de ces problèmes, on va leur apprendre à faire face à ces difficultés pour pouvoir leur donner les outils d'affronter et de devenir ce que les parents veulent et attendent de leurs enfants. Écoutez, je voulais juste préciser que quand j'ai parlé de Rav Edelstein, je suis tout à fait d'accord avec le Rav Kremizi que c'est un petit avad. C'est eux, ils étaient là-bas aussi, ils n'avaient pas le choix. Un a posteriori. Oui, et je voulais seulement illustrer que si on a pu avoir des gens qui n'ont pas eu cette expérience de yeshiva et quand même sortir des grands, c'était des familles exceptionnelles, mais que ça ne peut pas être le cas de tous les gens. Mais je suis tout à fait d'accord qu'absolument on se forme dans une yeshiva. Et d'ailleurs, je voudrais illustrer ce que vous avez dit, Rav Krimizi, qu'un aspect très important de la yeshiva, c'est justement de former, et c'est très important aujourd'hui, toutes les yeshivas ne le font pas, c'est de donner, de même que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, à l'époque où il y avait la Scala, Le mouvement de réforme. le monde des réformes, il avait donné des réponses aux Yehudim, comment affronter donc ce monde et comment garder un judaïsme authentique. Il est nécessaire aujourd'hui de connaître les problèmes du Dor et les Rosh Yeshivot, les rabbinim qui sont dans les Yeshiva, de donner des réponses et de préparer les gens que peut-être demain ils vont sortir. Et il faut savoir avoir les arguments et les moyens spirituels de pouvoir combattre ces mouvements. Donc c'est ce que vous disiez. Il y a même d'ailleurs un Chazal qui dit ça. On dit que Yaakov, quand il quitte ses parents, on sait que Yaakov, quand il était chez son père, Yitzhak, Avraham, il n'a pu qu'étudier que la Torah. Et on voit que quand il a quitté sa famille, il passe 14 ans dans une yeshiva. Qu'est-ce qu'il fait dans cette yeshiva? Qu'est-ce qui manquait chez ses parents? C'est que justement, il va être dans la yeshiva de Shem Vaever. Shem, il était cette période-là de désastre. Et là, dans cette période-là, Shem, il avait des arguments comment combattre le mal. Et donc, c'est là que Yaakov, avant d'aller chez Laban, il va apprendre de chez Shem quelle force il faut pour pouvoir être confronté au monde. Et donc, c'est aussi un aspect de la yeshiva, c'est se préparer à la vie. Et donc, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur cette vision, cet apport qui est important dans la yeshiva, de comment préparer les gens, par des contacts avec des rabbinim, par des shiurim, et évidemment chez les séminaires aussi. Alors, je reste avec vous, Rav Semama, pour la question suivante, parce que là, on a parlé notamment de familles quand même, somme toute, pratiquantes et sensibilisées aux enjeux de pratique des halachot et de hashkafa et généralement de pensée juive. Mais maintenant, pour parler à des parents qui peut-être ont moins cette sensibilité-là, sur des familles peut-être un peu moins religieuses, si j'ose dire, est-ce qu'on peut essayer de poser quelques bénéfices de cette année de césure pour les enfants? Ou aussi, d'ailleurs, pour un enfant qui serait dans une famille peu pratiquante et qui voudrait apporter des arguments concrets à ses parents pour dire voilà pourquoi j'ai besoin de cette année-là à la yeshiva, et rassurer ce faisant, comment on peut les rassurer pour dire, pour les parents et pour les enfants, t'inquiète pas, je vais reprendre mes études, je vais avoir mon diplôme de comptabilité, je vais faire médecine, mais j'ai besoin de cette année-là. Quels arguments on peut mobiliser, outre ceux qu'on a déjà vus? Je pense que s'il y a une relation saine entre l'enfant et les parents et qu'ils lui font confiance, alors il faut s'expliquer. Il faut dire, regarde, papa, moi, je suis un adolescent, j'ai besoin d'un moment où je vais remplir mes batteries de ruchniout, de spiritualité, avant d'affronter. Je te promets que je vais reprendre, mais moi j'ai besoin de cette coupure pour pouvoir me construire. Si la relation, si les parents n'y croient pas, je ne sais pas dans quelle mesure où on va pouvoir gérer, ça sera un peu... Mais en tout cas, nous on encouragera toujours un jeune, et je pense que le Rav Kremizi sera d'accord avec moi, que c'est quand même primordial qu'il y ait cette question, parce que s'il n'y a pas, vous savez, la vie elle passe très vite. Si on n'a pas cette coupure avec le bac, alors on commence ses études, on prend de l'âge, on veut se marier, et c'est fini, on n'aura jamais cette opportunité de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie juive authentique. Rav Kremizi, qu'est-ce qu'on dit alors à ces parents-là? Moi, ok, mon fils, je veux bien, mais à la limite, d'abord, fais tes études et ton diplôme, tu fais ton année,
et ensuite tu commences tu commences ton travail. Comment on les rassure finalement? Tout d'abord, si on regarde un petit peu les statistiques, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde très statistique. Toute la journée, les élections, des statistiques, les assurances, c'est des statistiques, votre permis de conduire, c'est un statistique. On vit qu'avec ça. Si on regarde un petit peu le nombre d'élèves qui ont fait des études et après qui sont allés à la yeshiva, je pense que déjà les statistiques parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où un enfant n'a pas reçu le bagage, comme on a expliqué au départ, de pouvoir véritablement affronter les difficultés, alors il est quasi impossible qu'il reparte à la yeshiva. À l'inverse, une personne, elle va faire son année de yeshiva, il va apprendre des bagages solides, il pourra peut-être faire ses études et par la suite, peut-être même faire une deuxième année après d'avoir fait des études. Mais dans le cas inverse, des Bachurim qui ont été à la yeshiva et qui ont repris des études, il y a un beaucoup plus grand nombre d'élèves qui l'ont fait que l'inverse. Les parents, souvent, n'ont pas vraiment peur d'aller de yeshiva. Parce que moi, j'en parle avec beaucoup de parents, et beaucoup de parents, je leur demande, votre fils, il aimerait bien faire un an de tourisme, il aimerait bien aller de faire un an de bénévolat au Japon, dans les mines. Est-ce que ça vous dérange? Oui, bon, mais ça, c'est pas trop grave, c'est normal, ça forme la jeunesse. Donc, en vérité, les parents, c'est pas l'année qui les dérange. Ce qui les dérange profondément, et je comprends, c'est que tout le monde qui a une tête sur les épaules, il comprend qu'un an de yeshiva, ça remplit la tête. Et là, ils vont se poser la question, et qui est une véritable question, quand mon fils va revenir, dans quel état d'esprit il va être? Pas par rapport à lui, mais qu'est-ce qui va s'attendre de moi en tant que père? Qu'est-ce qui va s'attendre de moi en tant que mère? Qu'est-ce qu'il va vouloir changer dans ma maison? Est-ce qu'il va venir avec des changements? Et en général, si les parents sont honnêtes avec eux-mêmes, ce qu'ils ont peur, c'est pas d'un an. Parce que vous avez sûrement un médecin, chacun de vous, mes deux amis, mes deux rabbanim, vous n'avez jamais demandé à votre médecin à quel âge avez fini vos études? 28 ans ou 29 ans? Ça n'a aucune importance. Votre dentiste, vous ne lui demandez pas avez-vous fini à l'âge de 24 ans ou 25 ans? Ben, l'âge où il a fini, il est un bon dentiste. Ça veut dire un an de plus ou un an de moins dans les études n'a aucune importance si à la fin il est bon. Les parents ils disent oui, mais tu vas perdre un an. Je ne vais rien perdre du tout. Je vais gagner ma vie. Je vais gagner quelque chose que personne ne va pouvoir me donner. Ni toi, papa, ni toi, maman, ni toi, mes sœurs et mes frères. Vous ne pouvez pas me donner cette façon que je vais apprendre à vivre. Passer un Shabbat, rencontrer du monde, parler avec des gens, écouter de la Torah, inhumé dans la Torah pendant 12 mois. Vous savez, le Chazon Ish posait une certaine question qui ne connaît pas l'histoire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba est parti étudier pendant 12 ans. Et quand il est revenu, il a entendu sa femme dire « Si mon mari m'écoutait, il repartirait à un autre 12 ans. » Et le Chazon Ish disait tout le monde « Mais je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Akiba n'est pas rentré à la maison, dire bonjour à sa femme, embrasser ses enfants, boire un café, et de là, il serait reparti à un autre 12 ans. » Rabbi Akiba a décidé de repartir immédiatement. Et le Chazon Ish nous apprend que 12 ans plus 12 ans ne font pas 24 ans d'études. Un cours du soir avec un autre cours du soir, avec au milieu un cours d'université, ne font pas un an de yeshiva. 10 ans de cours du soir, 50 ans de cours du soir ne donneront pas à une personne ce que un an de yeshiva va faire. La yeshiva n'est pas seulement un cours pour apprendre. La yeshiva est quelque chose qui va transformer l'âme de la personne avec une connexion profonde vers le Créateur du ciel qui est Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. Et ça, personne ne peut le donner. Aucune université. Et je pense que la réponse à leur donner, c'est que la yeshiva, ce n'est pas le nombre de pages. L'école, être médecin, tu apprends des livres, tu as des examens, tu réussis, Mazal Tov, tu es devenu médecin. La yeshiva, ce n'est pas le nombre de pages de Gemara, ce n'est pas le nombre de pages de Mishnah que tu apprends, mais c'est à combien les pages de Gemara vont te parler. À combien cette Mishnah que tu as appris, elle va te transformer en tant que personne. Mais pour que cette transformation soit faite, et je reprendrai les mots de Rabbi Akiba, Avanim, Avanim, Shachaku Amaim. Goutte par goutte va creuser la pierre. Ça veut dire que les parents souvent demandent, mais va faire des cours du soir, va à la synagogue le Shabbat, va faire ce que tu veux, mais tu restes. Je leur dirai que ces cours, c'est bien. Et je ne cracherai pas sur le travail extraordinaire des rabbinim communautaires qu'ils font. Mais pour être transformé véritablement, c'est seulement
cette année de yeshiva, cette année de séminaire, et que si je veux rester un bon juif, si je veux passer mes études haut la main, arriver le jour de mon mariage, malheureusement, pas avoir fréquenté une douzième de filles et avoir un petit calepin de toutes mes conquêtes que j'ai fait, arriver propre au jour de mon mariage, être un bon père le jour où je vais me marier, il est inévitable de se rentrer, de s'immerser totalement pendant un an minimum de Torah et Yirat Shamayim pour être affronté les problèmes de la vie, me transformer, me découvrir et connaître véritablement ma véritable passion. Merci Rav Kremissi. Alors Rav Semama, maintenant on va renverser le miroir. On va prendre le cas, et je suis sûr que beaucoup nous regardent. Deux parents, pratiquants, avec des enfants, un enfant, hein, on va prendre dans le cas d'espèce, un enfant lui qui pratique mais bon, qui a envie de gagner sa vie. Et là les parents ils ont envie de lui dire attends, prends cette année quand même. Et l'enfant va dire oui mais moi ça, voilà, je veux pas gagner d'argent, ainsi de suite. Tous les arguments qu'on peut essayer d'imaginer. Alors là maintenant, comment les parents ils peuvent le motiver en partant de ses prérogatives à lui, je veux gagner de l'argent, je veux faire des sorties, j'ai envie de faire des études, ainsi de suite. Et bon, la yeshiva, bon, à la limite, voilà, j'ai une bonne connaissance parce que j'étais en école juive et pas plus motivé que ça. Vous en avez sûrement quelques-uns. Écoutez, moi j'aurais dit comme ça, que c'est très difficile de motiver quelqu'un qui n'est pas lui-même motivé, la motivation de venir de lui-même. Et quelque part, les parents qui ont mis leurs enfants dans une scolarité jusqu'au bac et qui n'ont même pas, et que l'enfant refuse totalement de faire l'expérience du yeshiva, c'est quand même peut-être, en tout cas, une remise en question de leur chinour, parce qu'ils n'ont jamais mis le phare sur l'importance du Limud Torah. Mais en tous les cas, il faut, à mon avis, proposer un endroit. Il y a des endroits où l'expérience du yeshiva n'est pas du tout mafrite, ça veut dire ne fait pas peur, n'est pas effrayante. Non. Il y a des endroits, comme vous mentionnez la yeshiva de Rav Shaya, ou il y en a d'autres comme ça, où en fait là-bas, il y a des sorties, il y a un ulpan, on s'habille comme on veut, ça chante, c'est très varié. Et en fait, on peut lui proposer à un enfant, regarde, je te paye un billet, fais une expérience de 3 semaines, 1 mois, quand tu veux tu reviens, de toute façon l'université elle commence jamais tout de suite. C'est vrai. Et on lui propose, on lui donne, en tout cas on lui ouvre une ouverture. On lui ouvre une ouverture de faire l'expérience d'un moment. Si au bout de quelques temps, cette expérience, l'enfant revient, à mon avis, il n'y a rien à faire. Et c'est toujours ça de prix. C'est déjà toujours ça de prix, un petit peu de l'olishma et on a vu, vous avez raison qu'on a vu des fois où l'enfant, quelque chose s'est allumé et qu'il a dit bon, écoute, je réessaye encore et un peu entrer dans les pieds, mais ça sera on est tout à fait d'accord que ce sera bénéfique. Je propose au Rav Kremissi donc de nous faire de nous apporter son expérience. Rav Kremissi, oui, si vous souhaitez compléter rapidement. Je voudrais juste compléter que très souvent, si vous allez chez un adolescent, 17, 18 ans, il lui proposait 1 an en dehors de la maison, il est normal qu'un enfant ait envie de voler de ses propres ailes. Si un enfant refuse et reste attaché à la maison, déjà, c'est qu'il y a une certaine difficulté. La difficulté peut être de 2 façons. Très souvent, c'est ce que le monde religieux représente dans ta tête. Beaucoup d'enfants pensent qu'à la yeshiva, on va te demander X, Y, Z, une façon de t'habiller, une façon de réfléchir, on va une certaine contrainte et ils ont peur de la contrainte. Vous savez, en Amérique, on dit qu'il y a, vous savez, aux alentours de l'année 90, il y a eu une révolution américaine. La révolution était à cause qu'ils ont voulu changer la couleur du ketchup. Ils ont voulu mettre le ketchup vert, il y a eu une révolution américaine. Et les gens ont dit, mais quel est votre problème? Ça a le même goût. La réponse était simple, nous n'aimons pas le changement. Nous sommes habitués à du ketchup rouge, nous voulons du ketchup rouge et pas du ketchup vert. Ça veut dire que très souvent, ce que l'enfant a peur, c'est de changer, d'être transformé contre son gré. Et il est important d'expliquer à l'enfant que la yeshiva n'est pas une contrainte. La yeshiva va seulement faire découvrir chez lui des potentiels qui sont déjà. Il a eu peut-être
une mauvaise expérience à l'école. Il a eu peut-être un ami qui lui a blessé. Il a eu un certain discours à la maison qu'il a répugné de certaines pratiques de la Torah. Il est encore plus besoin à cet enfant-là d'aller fréquenter un système où il va lui faire montrer à combien il est attentionné. Peut-être qu'il a un problème d'apprentissage, peut-être qu'il a toujours eu des zéros en Gemara, alors il pense qu'il va être un nul. Lui faire comprendre qu'à la yeshiva, il n'y a pas de la Gemara, il y a de la Mishnah, il y a du Chumash, il y a du Moussar, il y a énormément de choses où il va pouvoir se découvrir et apprendre à lui-même. Je racontais, je terminerai, mon papa a été envoyé à la yeshiva très jeune, on lui avait raconté que c'était une colonie de vacances. Alors après 3 jours, il s'est rendu compte que ce n'était pas une colonie de vacances, c'était une yeshiva. Et il a demandé de parler au Rav pour pouvoir rentrer à la maison. Le Rav Gershon Kahen à yeshiva d'Aix-les-Bains, excessivement intelligent, il lui a dit, viens me voir dans 3 jours. Et 3 jours plus tard, il lui dit, alors, Raphaël Krimizi, il dit, c'est bon, Rabbi, j'ai plus de problème, je veux rester à la yeshiva. Ça veut dire que des fois, on a une envie négative parce qu'on est un peu perdu. On a langui son père, on a langui sa mère, on ne sait pas exactement où on se situe. Mais quand véritablement, on rentre avec les amis, on voit qu'on a des gens comme nous, il ne faut pas mettre un enfant dans une situation qui va être automatiquement, dès le départ, perdu. Lui trouver une yeshiva qui est comme lui, avec des amis comme lui, avec une façon de vivre comme lui, où on va l'élever du niveau où il est. Alors, comme le Rav Samama lui a dit, lui donner un billet ouvert où il peut rentrer comme il veut, s'assurer que l'enfant ne sent pas qu'on se débarrasse de lui, même peut-être l'amener à la yeshiva, lui faire montrer qu'on est là, lui donner un système de nous appeler quand il veut, donner un petit peu d'argent de poche où il sait qu'il va pouvoir aussi un peu profiter, lui faire montrer un petit peu tout le shelo lishma, tout ce qui n'est pas véritablement la Torah, mais qui va embellir la Torah. Et si l'enfant va ressentir qu'il n'est pas rejeté, qu'on veut seulement l'aider à grandir, qu'il est fait partie d'un système où il va pouvoir grandir et non être rabaissé, alors on a de grandes chances pour que cet enfant, il va faire cette expérience, non seulement la faire, mais la faire avec succès et prendre le goût véritablement de prendre à chaque moment de sa vie, il va avoir un livre de Torah, rentrer sur Torah Box, écouter un shiur, se connaître avec un Rav, Mishnah Yomit, Halacha Yomit, Dafa Yomi, pour que la Torah ne soit pas seulement une expérience, mais qu'elle soit devenue une partie intégrale de sa vie journalière à chaque moment de sa vie. Vous avez touché du doigt maintenant la fin de notre émission et une partie très importante. Alors là, on espère que tous nos auditeurs sont maintenant convaincus. Et maintenant, on va les aider à choisir. Quel type de yeshiva? Quel type de séminaire? On va prendre le cas d'une famille en France, disons même parisienne. Alors, mon enfant, je ne le mets pas à côté de chez moi finalement, à rue Pavé. Je l'envoie chez Rav Kremissi à Montréal. Je l'envoie en Israël. Où en Israël? Ça, c'est la question géographique. Et l'autre versant, ça va être la question, dans le cas où on choisit l'option israélienne, quelque chose qui n'est pas très bien connu non plus de la communauté française, qui sont les catégories de yeshivot. Orthodoxe, ultra-orthodoxe, méthode lituanienne, méthode séfarade, nationaliste religieux, ainsi de suite. Là, je pense qu'il faut les aider un petit peu. Alors, Rav Semama, je vous laisse prendre la main. Écoutez, à mon avis, tous ces conseils sont individuels. Impossible de donner des cas généraux. Un panorama peut-être. Hein? Un panorama. Un panorama, regardez. Moi, je pense personnellement que, de façon générale, que l'expérience sans du tout négliger l'apport de Yeshiva comme Pavé ou la Yeshiva de Rav Kremissi au Canada, je pense que c'est bien de connaître, si déjà on va réserver 1 an de Yeshiva, de connaître l'expérience du Yeshiva en Israël. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ce n'est pas seulement la Yeshiva elle-même, c'est tout un monde qui s'ouvre à eux, où ils vont voir qu'est-ce que c'est qu'un Shabbat dans une ville religieuse, ils vont voir, ne serait-ce que de voir un Sukkot en Eretz Israël, de voir Hanouka en Eretz Israël, de connaître des Israël, c'est toute une déconnexion et une expérience qu'on ne peut pas connaître sans Angola. Mais on peut aussi aller à Lakewood ou à Gateshead, Écoutez, dans des villes très religieuses c'est possible. Écoutez, aux États-Unis ou en Angleterre. Oui, c'est possible. En tout cas, je ne suis pas Cholel. Je parle juste d'être dans un endroit où il y a... Vous parlez de l'expérience... Écoutez, je ne connais pas Montréal, mais je connais en tout cas Pavé. Pavé, c'est extraordinaire comme endroit, etc. D'ailleurs, ils l'ont prévu pour des jeunes qui
qui vont continuer. C'est pas on ne parle plus maintenant de ceux qui vont faire un an de yeshiva, on va parler des gens qui vont continuer. Effectivement, à 16-17 ans, les envoyés en Israël perdus, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait à les yeshivas de Pavé, de les garder près des parents, parce que c'est très important de rester en famille, et qu'après, à 18-19 ans, ils aillent en Eretz Israël. Mais vous parlez là d'expérience d'un an. Il faut que cette année soit bénéfique. Ouais, vous avez raison. Et l'expérience bénéfique, il faut absolument profiter, même dans une yeshiva de Beit Tshuva, même une yeshiva qui est en Israël, c'est quand même un autre cadre. Bnei Brak, Yerushalayim, etc., c'est encore un autre monde. Je voudrais juste ajouter encore un détail, c'est quand même que les yeshivot, en tout cas francophones, qui sont en Eretz Israël, il y en a à ma connaissance 6-7, peut-être plus, elles sont quand même, on va mettre en deux catégories. Il y a celles qui sont réservées à des gens qui viennent quand même avec un certain bagage et qu'on va les former ils sont déjà, on va dire, ils sont déjà un petit peu formés. On va les former encore mieux. Et il y a des gens qui viennent avec un tout petit bagage. Et là, c'est peut-être mieux de fréquenter cette autre sorte de yeshiva où ils vont découvrir leur judaïsme, ils vont pouvoir garder leurs vêtements, leur façon de s'habiller et leur façon d'être. Ils vont pas être parce que si on les met dans un endroit où ils se retrouvent tous avec des chapeaux et des costumes, ils vont être un peu Désorienté. désorientés, exactement. Donc, en fait, la réponse à cette question, c'est qu'il faut demander conseil. Il y a des rabbinim qui connaissent, qui ont l'expérience, mais il y a des cas individuels où, effectivement, ils ont besoin de rester à proximité de la famille, etc. Donc, tout est ouvert, mais de façon générale, tout ce que j'ai dit là, c'est de façon générale, qu'est-ce qu'on peut proposer comme... la même chose pour le séminaire. Je pense que même une fille aussi connaît Eretz Israël et voir de ce monde d'Avrechim, ce monde de rabbinim, de voir toutes ces femmes qui vivent dans la tsniout, et ce n'est plus une, deux, mais c'est des centaines de milliers. Alors, ça change complètement, ça change complètement le panorama. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Rav Samama. En fait, quelque part, si je résume votre pensée, Oui. vous privilégiez l'environnement, l'atmosphère, Oui. à peut-être, entre guillemets, la qualité. Alors, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de qualité en Israël, hein, mais je veux dire, pour vous, c'est le critère numéro un, c'est d'abord l'environnement de l'atmosphère. Non, quand même pas. Mais si on peut avoir dans les deux endroits cette même qualité de limoud, je donnerais priorité quand même à l'environnement. C'est très clair. Merci beaucoup. Rav Kremissi, pour finir, sur cette question-là, est-ce que comment vous conseillerez les parents une fois qu'ils sont décidés? Tout d'abord, je conseillerais aux parents de voir les élèves de yeshiva qui reviennent. Vous savez, la meilleure façon de voir ce qu'une yeshiva donne, c'est de voir ses fruits. La Mishnah Masechet Pirkei Avot disait, et elle dit toujours, que regarde les élèves de Avraham Avinu par rapport versus les élèves de Bilam Aracha. Le Sfat Emet dit pourquoi on n'a pas dit la différence entre Avraham et Bilam. Il dit parce qu'Avraham avait un chapeau, Bilam portait aussi un chapeau. Seulement, si on voulait voir véritablement l'enseignement qui était donné, t'as qu'à regarder les élèves. Vous voyez les élèves de Avraham d'une certaine façon et les élèves de Bilam de différentes façons. Je pense que d'abord, quand on veut voir un peu une yeshiva, on doit voir un peu les fruits qui sortent et qu'est-ce que je veux. Ça veut dire si je veux que mon fils il soit dans une yeshiva X, Y, Z, d'abord j'ai qu'à regarder quel genre d'enfant j'aimerais que mon fils il s'associe avec ça. C'est quoi que je veux? Numéro 1. Numéro 2, je conseille à tous les parents d'aller faire du tourisme de yeshiva. De prendre par exemple un an avant d'aller en yeshiva, de visiter, aller en Eretz Israël, d'aller en Amérique s'ils ont envie, d'aller à Gateshead en Angleterre, d'aller voir, est-ce que ça va leur parler? 2. La troisième chose, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont besoin d'avoir une attention personnelle. Aujourd'hui, on vit dans un monde où un enfant qui devient un numéro, le numéro 2, 7, 4, 3, 2, 9 n'existe plus. Un enfant, il va être à la yeshiva où le rav va connaître son nom, le professeur va savoir où il est, le professeur va savoir s'il n'est pas là parce qu'il est peut-être fatigué, peut-être qu'il a une difficulté, ou il passe Shabbat, une attention personnelle. On ne peut pas quitter la maison d'un nid douillet de la maman, de le mettre dans une yeshiva avec 3-4 000 élèves et en pensant que l'enfant va faire des choix extraordinaires du premier coup. À l'inverse, je pense qu'il est très nécessaire aux parents d'avoir une yeshiva où ils ont un rav, où ils ont un ami, ils ont quelqu'un qui fait partie du système,
où l'enfant va pouvoir se relier avec lui, va pouvoir connecter avec cette personne-là. En difficulté, je connais le Rav Samama dans tel yeshiva. Si j'ai un problème Shabbat, je peux aller chez lui. Mechila Rav Samama. Je connais le Rav Kremizi, je peux venir. Je connais le Rav Gershon, je connais le Rav Yitzhak, où je peux véritablement avoir un contact humain avec cette personne. Et si vous allez remarquer, tous les jeunes de yeshiva qui ont fait un 360, qui sont partis peut-être seulement des fois visiter un petit peu et qui vont vraiment adapter le système de yeshiva, c'est seulement grâce à une personne, un contact humain qui va leur donner véritablement l'amour de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est très nécessaire que quand on envoie nos enfants, savoir où on les envoie, avec quel Rav va s'occuper d'eux, quel Maggid Shur va être ici, comment ils vont vivre. Est-ce qu'il va faire partie intégrale du système? Il va être accueilli ou bien il va être seulement un autre élève avec un autre numéro? Un enfant qui vient pendant 1 an doit être à l'aise, doit savoir où il s'en va, où il va, qu'est-ce qu'il connaît et véritablement pouvoir être dans les meilleures des conditions pour pouvoir apprendre. Un enfant qui est stressé, un enfant qui se sent mal n'apprendra rien du tout. À l'inverse, un enfant qui a son mental, son psychique, son corps, tout d'une façon qui est calme et posée, il sera tout aux aguets pour pouvoir véritablement rentrer la Torah et que la Torah transformera cet enfant-là à devenir véritablement la personne qu'il veut bien devenir avec les kochot et les forces que Akadosh Baruch Hu lui a données. Rav Kremizi, Rav Samama, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Chers auditeurs, chers internautes, on espère que, et j'en suis sûr, que nos rabbanim vous auront donné les clés de compréhension pour que vous puissiez choisir. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à nous poser des questions afin qu'on puisse les transmettre à nos rabbanim, si vous avez des questions sur les séminaires ou sur les yeshivot. Et pour toute réaction, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Kol Tuv. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.